Bonsoir à tous, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau ce soir Gabriele Adinolfi, militant politique de longue date, auteur, animateur du site Nos Reporters et de l'Institut Polaris et du mouvement politique transeuropéen Les Lansquenets d'Europe. À noter que vous avez sorti récemment votre dernier livre qui s'intitule Le défi au futur, paru chez Synthèse Nationale. Ma première question sera donc la suivante. Les souverainistes stataux-nationaux nous disent que c'est impossible d'avoir une souveraineté européenne. Que pouvons-nous leur répondre ? C'est exactement le contraire. Ce sont les souverainetés des petites nations qui sont devenues impossibles. La souveraineté ne réside pas seulement dans l'établissement d'un ensemble de lois, mais dans le fait de se garantir les conditions objectives pour les appliquer. Si l'on n'est pas souverain sur les sources d'énergie, si l'on n'a pas la force militaire et industrielle pour ne pas se faire dévorer par ses concurrents, il n'y a pas de souveraineté possible et nous le voyons bien. Aujourd'hui, les puissances sont toutes continentales ou sous-continentales. Et au plus haut niveau, c'est une compétition entre l'Europe, les États-Unis et la Chine, auxquelles s'ajoute l'Inde. Ensuite, il y a des puissances mineures, compte tenu de l'ensemble de données en jeu, et pas seulement de l'armement, qui cherchent néanmoins une dimension plus qu'nationale. La Russie, la Turquie, l'Iran, les pétromonarchies. De tous les pays de l'Union européenne, seulement la France, en théorie, pourrait aspirer à agir seule en raison du nucléaire, des territoires d'outre-mer et de la langue. Mais il n'y est jamais parvenu depuis 1956, et ce n'est pas pour rien que l'Élysée, dans la Ve République, a toujours cherché à unir la politique nationale à la politique européenne. Le Brexit, puis, a montré que les rêves souverainistes sont dénués de sens. L'Angleterre, qui espérait pourtant dans son ancien empire, s'est encore davantage tiers-mondisée et a perdu le pouvoir politique et commercial partout, au point qu'elle cherche de revenir par la fenêtre et à rappeler même David Cameron aux affaires étrangères. Le seul vrai problème est que la souveraineté européenne n'a pas encore été atteinte. Et les souverainistes qui la contestent naïvement ne réalisent pas que dans toute leur prise de position, ils sont objectivement des partisans du dollar, de l'OTAN et de toutes les puissances ex-européennes qui veulent que nous soyons faibles et divisés. Surtout quand ils sont convaincus de les nier par vantardise et par des enfantillages hystériques qui confirment le schéma dominant en mettant en scène le dualisme irréel sur lequel celui-ci est fondé. Alors, l'Europe est-elle l'antithèse à la souveraineté nationale, comme le pensent les nationaux, ou bien, paradoxalement, son complément et sa survie dans le siècle à venir ? En pensant à ma nation, l'Italie, je vous signale qu'après la trahison de son roi en 1943, elle a signé un traité de reddition, ensuite confirmé en 1946, la plaçant de facto de jure sous la souveraineté américaine. Ainsi, en ce qui concerne l'Italie, la seule possibilité de récupérer sa souveraineté passe par la cession de secteurs stratégiques à une souveraineté européenne qui ne serait plus liée par un pacte avec les États-Unis. Mais au-delà de cela, il est enfin incontestable qu'aucune nation européenne n'aura un avenir de quelque nature que ce soit sans une action coordonnée et unitaire dans les secteurs clés tels que l'énergie, l'économie, l'intelligence artificielle et militaire. Ensemble, c'est bien différent. Quand nous pensons aux grands blocs tels que les États-Unis et la Chine, mais aussi aux blocs moins puissants comme l'Inde qui monte et la Russie qui décline, nous ne réalisons pas qu'ils sont la somme et la synthèse de différentes ethnies, régions, nations, économies et même capital. Il existe au moins 3 pôles américains et 3 pôles chinois qui, à leur intérieur, sont également en compétition les uns avec les autres, mais finissent par trouver une synthèse. Mais ces lois se produisent également dans nos histoires nationales. Pensons à la question bretonne, par exemple, ou même à l'ancienne Bourgogne. L'Europe a la chance que ses composantes principales aient également une longue histoire propre et des traditions à poursuivre. Isolé, c'est impossible. Si l'Union se perfectionne uniquement dans un sens fédéral, avec la logique du libre marché et une mentalité matérialiste, cela se fera certainement au détriment des nations, des régions et des identités, tel comme c'est le cas maintenant. Mais ce n'est pas une question d'Europe ou non, c'est une question de capitalisme ou de corporatisme. Si en revanche l'esprit impérial l'emporte, qui est romain et européen, un équilibre entre les pouvoirs centraux et les pouvoirs locaux qui ne soit ni jacobin de la première cas ni confédéral de la seconde, mais qui soit pleinement gibelin, assurera non seulement la souveraineté nationale, mais aussi communautaire, sociale et spirituelle à nos nations enfin réunies.
On dit aujourd'hui qu'il y a des attaques concentriques contre l'Europe de la part des Américains, des Chinois, des islamistes, et certains, comme Gabriele ici présent, y ajoutent la Russie. Cela se vérifie sur les plans énergétiques, commerciaux et géopolitiquement à l'Est, sur la Méditerranée également, mais aussi en Afrique. Peut-on dire qu'il existe donc un combat pour la survie des Européens mené, il est vrai, par ces capitalistes et ces démocraties? Les États-Unis mènent une puissante contre-offensive politique, stratégique et économique pour réduire leur dépendance matérielle à l'égard de la Chine. Après l'interruption de chaînes d'approvisionnement pendant la pandémie de Covid-19, une action de restructuration internationale a été lancée basée sur l'interdépendance et ce que les Indiens appellent le multi-alignement. Les Européens planifiaient la transition numérique, un nouveau plan stratégique, d'où la fameuse mort cérébrale de l'OTAN, et une nouvelle industrialisation en espérant capitaliser sur leur puissance commerciale, diplomatique et leur inventivité. Cependant, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les plans américains ont été favorisés. Tous les objectifs fixés à Washington de 2014 ont été parfaitement atteints. La Russie a rompu l'alliance énergétique avec l'Allemagne. Nos intérêts géopolitiques et d'exploitation minière sont menacés non seulement dans le Donbass, dont les minéraux devaient être exploités par nous selon un accord de 2021, mais aussi au Sahel et en Libye. Dans toutes ces crises, à ma manière de voir, les Russes défendent les intérêts américains et contrecarrent les intérêts européens. L'invasion du Donbass eut lieu alors que Paris et Berlin entretenaient de excellentes relations avec Moscou, montrant aux Européens qu'ils ne peuvent pas compter sur des alliances avec d'autres pour devenir indépendants. Le rêve de l'axe Paris-Berlin-Moscou a été effacé de manière unilatérale de Moscou. J'ajoute, pour ceux qui soutiennent que la Russie fait partie de l'Europe, que ce n'est ni le sentiment russe ni sa politique. Géographiquement, la Russie est en grande partie européenne, mais l'Angleterre l'est encore plus. Cependant, elles sont toutes deux anti-européennes par choix stratégique et par leurs histoires. Il n'est pas non plus valable de dire que les Russes sont blancs, même si cela était un élément suffisant pour être considéré comme européenne, mais il y en a bien d'autres. Le bilan de la Fédération de Russie comprend certes une prédominance politique à la population blanche, mais cela vaut également pour les États-Unis que personne ne considère comme européennes. Pour des raisons géopolitiques, énergétiques et de puissance, une entente entre l'Europe et la Russie est souhaitable, mais les mariages se font à deux. Depuis 2006, au Kremlin, le parti pro-européen est devenu celui de l'opposition, non seulement dans les faits, mais aussi dans les déclarations, le mythe et l'idéologie. La Russie d'aujourd'hui se veut anti-européenne. Sa propagande s'oppose à, je cite, l'Europe nazie, pas aux États-Unis. Cela pourrait-il changer? Peut-être, mais je n'aime pas m'élancer dans des spéculations aléatoires. Je préfère constater les choses telles qu'elles sont et que les Russes, dans ce cas, les proclament. Toutefois, depuis cette crise de 2022, des initiatives se sont multipliées pour construire une défense européenne contournant le traité de l'Union européenne basé sur l'unanimité. Une inertie légale qui permet encore à tout petit État vassal américain ou russe d'empêcher son succès en votant contre. Des accords militaires de nature tierce ont été conclus avec l'Inde et le Japon. La géopolitique euro-africaine a été relancée, en particulier avec le plan Mattei italien et le lancement d'accords sur le canal de Mozambique géré par la France. L'Allemagne promeut une sorte de légion étrangère européenne. Dans toute l'Union européenne, il a été décidé de dépenser beaucoup plus pour la défense. Pendant 7 ans, sur les ruines de l'ex-empire soviétique, comme par exemple au Kazakhstan, les Européens ont entrepris des actions diplomatiques et économiques pour contenir les Chinois et les Américains. L'invasion russe de l'Ukraine a montré à quel point nous sommes en retard, mais elle nous a également réveillés. Le problème est que la classe dirigeante européenne de toutes les nations européennes est inadaptée aux défis, mais ne peut s'en soustraire. Nous pouvons alors espérer qu'une nouvelle classe dirigeante émerge de ces défis. On dit parfois que l'Union européenne est l'outil des Américains et des mondialistes pour brouiller les peuples et les nations. Est-ce bien vrai ou faut-il aborder la question différemment? Et quelle est donc la genèse de l'UE pour les plus jeunes qui nous écoutent, son évolution et sa situation actuelle? La gauche voit toutes les choses comme de simples produits d'événements et d'intérêts matériels. À droite le perçoit comme les décisions de quelques personnes qui commandent d'en haut. Les interprétations sont simplistes, partielles et inappropriées, et les seules valables sont un mélange d'intelligence de deux.
Cette lecture de l'Union européenne est typique de déformations infantines de droite et de surcroît, elle est alimentée par l'ignorance et la superficialité. Je recommande la lecture du livre Europa du professeur de la Sorbonne Jean-Henri Soutou, édition thaïlandais. Il explique bien comment les relations, les réseaux, les structures de l'actuelle Union européenne sont la continuation de ce qui était mis en place par l'Axe pendant la guerre. C'est également la thèse d'accusation de Farage, le paladin de Brexit. De plus, il explique comment les Américains ont contrecarré les accords fédéraux et européens, les acceptant seulement en échange de l'adhésion à l'OTAN. Si nous jetons un regard sérieux sur ce qui se passe depuis 1979, c'est-à-dire depuis la création du Parlement européen, et si nous lisons également ce que les idéologues américains eux-mêmes ont toujours affirmé, il apparaît clairement que depuis lors, les relations entre l'Europe et l'Amérique est concurrentielle et que cette concurrence est même redoutée par les Américains. Il faut même ajouter que sans l'Europe, la Russie, l'Union soviétique n'aurait pas implosé, ce qui n'a pas vraiment été un grand plaisir pour les Américains. Même récemment, l'Europe a contrarié la stratégie américaine dans l'Indo-Pacifique, déclenchant la réaction de Washington. Bien sûr, la puissance américaine prédomine partout, y compris en Europe, où elle est particulièrement favorisée par la politique russe à nos frontières, qui semble spécifiquement conçue pour stabiliser la présence américaine chez nous. Sommes-nous subordonnés? Oui, bien sûr, mais c'est un fait universel, car si nous examinons les échanges commerciaux, les finances et les relations industrielles, l'armement et le contrôle spatial, de nombreuses nations en dehors de l'OTAN dépendent en fait davantage des Américains que nous, Européens, y compris celles qui lèvent la voix pour faire plaisir à leur opinion publique. Quant aux institutions de l'Union européenne telles qu'elles sont, elles ne peuvent mener nulle part, sont des réformes structurelles profondes et sont l'abandon du sida spirituel et culturel de nos sociétés post-68. Combattre cette bataille tout en soutenant la dynamique de création de la puissance européenne, voilà notre impératif. Et en général, les droites nationales font exactement le contraire en flirtant avec les woke et en criant contre la puissance, sauf celle d'autrui. Mais alors, que penser des politiques menées par Bruxelles, notamment dans les domaines de l'écologie, de l'agriculture, de l'immigration et des retraites? Les politiques de Bruxelles sont caractérisées par une vision libérale imprégnée d'une logique communiste ou du moins gauchiste, avec l'illusion de la planification héritée elle aussi de l'expérience soviétique. Le conseil d'entreprise de ce libéralisme à l'âme communiste a son siège à Bruxelles, même s'il n'est pas né dans cette ville, mais plutôt dans notre pays. Cela dit, le plan économique élaboré à Bruxelles comme à Paris ne sont pas intrinsèquement fous, car ils sont motivés par la nécessité capitaliste de rationaliser les productions, de faire face au déclin démographique et de dominer les marchés. Cependant, il échoue régulièrement, non pas à cause de Bruxelles, mais parce que ces échecs sociaux sont inévitables dans le capitalisme qui subit les effets de la concurrence du marché libre et de l'érosion du bien-être sur lequel il se fonde un jour. De plus, ceux qui administrent le pouvoir, dépourvus d'un mythe fondateur mais guidés par une vision purement comptable, sont des gestionnaires qui tentent de faire fonctionner les choses par des programmes Excel et qui ont peu d'expérience dans les secteurs qu'ils gèrent et qui sont souvent ou toujours contredits par la réalité. Cela explique les catastrophes dans l'agriculture et de l'énergie culturelle et l'énergie nucléaire. Les vieillissements et le déclin démographique sont les principales causes de l'immigration et du retardement de l'âge de la retraite. Certes, il y a une idéologie dominante de la société ouverte, c'est-à-dire du communisme libéral, mais l'immigration ne se limite pas à cela qui n'est pas sa cause principale. Toutes les nations confrontées à un déclin démographique ont entrepris ou entreprennent la même voie que nous. La Russie le fait, le Japon l'a planifié et la Chine elle-même le prépare, prévoyant un déclin biologique à partir de 2050. À tout cela, il existe des réponses complexes, telles que le développement démographique, une géopolitique africaine modifiant le flou, le développement de l'intelligence artificielle et de la robotique pour réduire la demande de main-d'œuvre et pour produire à moindre coût afin d'éviter le chantage de la concurrence mondiale, et bien sûr, une logique de dépassement corporatif du capitalisme. Tout cela n'est possible qu'avec un pouvoir centralisé commun.
Alors, vos visions européennes ne sont pas les mêmes que celles de Bruxelles, évidemment. Cependant, vous considérez les alternatives dites souverainistes comme sabotrices de la puissance et de la souveraineté. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? En réalité, il n'existe pas d'alternative souverainiste. Ce ne sont que des slogans. Mais ensuite, lorsque quelques souverainistes assument une quelconque fonction de pouvoir, ils les trahissent toujours. Non pas parce qu'il s'est vendu, mais parce qu'ils se trouvent confrontés à la réalité qui ne se gère pas avec la seule démagogie. L'alternative à la soumission, c'est la puissance. L'alternative à la mondialisation, c'est l'Europe. Bien sûr, n'importe quelle puissance, car il existe des puissances libérales et communistes qui ne nous intéressent pas, et pas n'importe quelle Europe, car celle de l'école de Francfort ne nous intéresse pas. Soutenir la puissance européenne et lutter pour la révolutionner, exactement ce qui a été fait et devra toujours être fait au niveau national, mais même régional ou de la cité. Prétendre que l'Union européenne n'est pas modifiable ou que, pour ne pas se soumettre à la classe politique actuelle, elle devrait être abattue et de fait relève de la pure démence. En suivant le même raisonnement, on devrait abattre ou désintégrer la France si on n'est pas d'accord avec ses classes dirigeantes. Ce sont vraiment des raisonnements stupides. Une autre erreur conceptuelle mastodontique de la droite est de considérer l'Union européenne comme quelque chose de tombé du ciel et non comme un fruit de l'histoire. Et donc, tout ce qui, a raison ou à tort, car souvent la droite a tort, ne lui plaît pas, elle l'attribue à l'Union européenne, oubliant que c'est le fruit des classes dirigeantes nationales qui la composent et de nos propres sociétés qui ne se portent pas ainsi parce que dominées par Bruxelles, mais qui empoisonnent aussi Bruxelles de leur maladie. Récupérer le réalisme révolutionnaire et abandonner les verbiages grossiers des réactionnaires. Voilà le point. Et selon vous, que manque-t-il à l'Europe pour redevenir une puissance? Voyez-vous quelque chose qui va, de quelque manière que ce soit, dans le bon chemin? Je pense que ce qui nous manque le plus, c'est le courage, non seulement de la part des politiciens, mais de l'ensemble de la société désormais dévirilisée et habituée à déléguer tout à autrui, complètement terrifiée par l'idée d'assumer des responsabilités. En raisonnant d'un point de vue purement matérialiste, en revanche, la situation actuelle se révèle positive, car elle pousse les Européens à prendre soin d'eux-mêmes et se réarmer et même à comprendre que la guerre n'est pas quelque chose d'abstrait et qu'elle nous concerne. Avant, je vais brièvement résumer quelques initiatives positives des derniers mois. Cependant, il en faut beaucoup plus. Il faut un mythe fondateur, il faut un modèle communautaire, il faut une avant-garde consciente, mais il faut aussi des conditions dramatiques que nous subirons certainement, ramenant nos sociétés à vivre la tragédie et la métaphysique et produisant un formant mystique qui nous élève de notre état actuel de singe ennuyé, lâche et cynique. La conjonction de toutes ces composantes permettra cette nouvelle révolution conservatrice. Mais nous ne devons pas attendre pour agir dans la bonne direction, sans hésitation et sans illusion, avec les bonheurs du pessimisme enthousiaste de ceux qui font ce qu'ils doivent faire et n'attendent pas la pluie pour étancher leur soif.